Bonjour à tous et bienvenue pour ce morning du 7 novembre. Alors, nous sommes au lendemain de la victoire de Trump où les marchés financiers ont explosé à la hausse. Et du coup, on va regarder un petit peu... alors, on va commencer par faire un petit tour des stats et puis on va regarder après sur l'analyse des différents éléments, ce qui s'est passé et ce qui va se passer. C'est ça qui nous intéresse le plus. Alors, on a eu alors la Chine, voilà, on va commencer à rentrer un peu en conflit avec la Chine. Alors, pas nous, hein, mais les Américains, puisque Trump va très clairement faire une réindustrialisation de son pays. Donc, un protectionnisme, on appelle ça du protectionnisme, c'est-à-dire qu'il va favoriser les entreprises intérieures au sens des entreprises extérieures, c'est ce qu'il veut faire. Donc, réindustrialiser, ça passe par augmenter les droits de douane pour que les produits extérieurs soient plus chers. Et que du coup, si les produits extérieurs sont plus chers, les gens soient poussés à acheter des produits intérieurs. Parce que forcément, quand on est dans des pays où le salaire est élevé, comme les États-Unis, l'Europe, etc., et produire, je sais pas, un iPhone, une voiture, ça coûte beaucoup plus cher que quand on est dans des pays où le salaire est beaucoup moins important. Donc les façons qui existent, c'est le protectionnisme, donc c'est oser droits de douane. Le programme de Kamala Harris, c'était, elle, de continuer ce qu'a fait Biden, donc l'acte là, pour le IRA, là, un acte pour pousser les entreprises sur place à les aider. Donc c'est ce qu'on fait aussi de temps en temps. Quand on a des mesures en France, on l'a fait aussi. Ce que font les Chinois, c'est ce qu'on leur reproche aujourd'hui sur les voitures électriques chinoises, c'est-à-dire que l'État va donner des subventions aux entreprises de façon à ce qu'elles puissent contrebalancer le coût, la hausse de les salaires élevés et se retrouver compétitives sur des produits équivalents. Voilà. Donc c'est ce qui va se passer avec Trump. Il n'a pas de demi-mesure, donc ça va être assez violent, on va voir ça. Alors il y a un élément... attendez que je trouve ça. C'est pas ça. Attendez, je vais vous trouver ça. Alors c'est pas ça. Je vous présente Trading Institute pour ceux qui ne connaissent pas. Bien sûr, bonjour, bienvenue. Ça sera donc l'inauguration en fait l'inauguration, l'investiture de Donald Trump se fera au mois de janvier. Donc alors pourquoi est-ce que ça se fait au mois de janvier? Pour ceux qui le savent ou qui le savent pas, c'est qu'avant on a gardé en fait cette habitude en tout cas cette tradition, c'est que pour qu'un homme à cheval, puisque lors des premiers présidents des États-Unis qui était donc George Washington, aille du côté est au côté ouest annoncer la bonne nouvelle, ou en tout cas la nouvelle, il fallait un certain temps, un certain délai, donc plusieurs semaines de transport. Et donc il faisait tout ça à cheval, donc le président était élu, et une fois qu'on avait l'information de son élection, il fallait transmettre le message un peu partout, donc ça prenait quelques semaines. Et donc là, Trump sera en position à partir de la mi-janvier. Donc d'ici la mi-janvier, c'est pas son gouvernement qui va être en place, mais on a pas mal de choses qui vont être mises en place. Voilà. Donc l'investiture, ce sera en janvier, on aura les dates officielles aux alentours du 20 janvier, quelque chose comme ça. Alors, pour revenir sur juste la partie déjà actualité et statistique, on a, alors ceux qui aiment bien le 6B, le 6B c'est l'euro sterling. Sachez qu'il y a des stats intéressantes, il y en a pas mal aujourd'hui, notamment la Banque d'Angleterre qui doit, elle, baisser ses taux aujourd'hui, voilà, donc un quart de point. Toutes les banques centrales européennes et américaines qui se côtoient ont une politique un peu commune. Où vous avez vu qu'à Sintra au Portugal, régulièrement, il y a des réunions entre les Américains et les Européens pour avoir une politique commune globale. Voilà. Alors, c'est pas toujours la même politique. Vous regardez un petit peu sur la partie droite d'Investing, par exemple. C'est un site que j'aime bien sur certains éléments. Alors, il y a des choses que j'aime moins. Mais sur certains éléments, vous avez ici, par exemple, les taux des banques centrales avec le calendrier, qui est toujours intéressant. Donc, vous voyez que la BCE, ECB pour European Central Bank, prochain rendez-vous le 12 décembre, donc c'est dans 5 semaines. La Fed, c'est donc aujourd'hui, ce sera ce soir, et on a aussi la Bank of England qui sera ce soir. Et vous voyez les taux en fait des banques centrales. Donc la banque centrale suisse, elle est à 1%. Donc elle est un peu différente de nous. Ils ont eu aussi un peu d'inflation, mais en Suisse, les choses se déroulent différemment. Et vous voyez des pays comme la Russie ou le Brésil qui ont des taux très très élevés. Ils ont une politique qui est complètement différente sur l'accès au crédit. Après, la Russie, c'est un pays communiste, donc
les gens ont moins accès au crédit et sont plus redevables par l'État. C'est une façon de travailler qui est un petit peu différente et du coup ça permet de générer des revenus sur les dépôts, notamment des banques. Donc c'est des politiques qui sont complètement différentes. Vous avez eu cet été ce qu'on appelait le carry trade. Donc vous avez que la banque du Japon avant c'était moins 0,20. Donc elle avait un taux négatif. C'était ce qu'on appelait les Abenomics, puisque c'était Shinzo Abe, ABE, qui était le premier ministre japonais, qui avait décidé ça, qui était là pour relancer le pays. Ça faisait plusieurs années qu'ils avaient un taux négatif, de façon à avoir un accès au crédit très, très facilité et une bonne consommation. C'était sa politique. Alors malheureusement, il a été assassiné il y a 1 an ou 2, il n'y a pas très longtemps, hein, peut-être 3 ans. Donc on a assassiné ce Premier ministre, qui n'était plus en fonction d'ailleurs. Et le Japon est revenu, et donc la nouvelle banque centrale a décidé de remonter un peu ses taux. Donc on est passé de 0,20 à plus 0,25. Alors ce qui s'est passé cet été, c'est ce qu'on appelle le carry trade, qui constitue en gros à emprunter de l'argent dans un pays qui a un taux très bas, et le prêter à un pays qui a un taux très élevé. Et donc ce sont des centaines de millions de dollars, voire des milliards de dollars qui sont là-dessus. Donc vous empruntez en yens et vous placez, par exemple, ce qui se faisait beaucoup aux États-Unis. Donc vous gagnez 5% par an sur de l'argent qui ne vous appartient pas puisque vous l'avez emprunté à un taux négatif. Quand la Banque du Japon a commencé à monter ses taux et la Fed a baissé ses taux, ce carry trade est tout d'un coup devenu un peu moins rentable. Il y a aussi une crise et une peur, et ça a fait en sorte que les marchés baissent du coup parce qu'on a eu peur de tous ces éléments. Tout ça pour dire que les réunions des banques centrales, pas forcément les principales, si vous vous souvenez un peu de la crise du franc suisse, où la banque centrale, pendant une réunion, a décidé tout d'un coup de couper sa défense du franc suisse à 1,20, puisqu'on avait, un euro CHF à 1,20, et dès qu'on allait en dessous à 1,19, et ben la banque suisse rachetait, et donc défendait son taux. Donc il y avait un trade facile, c'est dès qu'on descendait en dessous des 1,20, vous aviez juste à acheter et attendre que ça remonte à 1,20, 0,15, 1,20, 0,5. Voilà, c'était pas très élevé, mais des petites amplitudes quasiment garanties, et puis du jour au lendemain, ils ont annoncé qu'ils arrêtaient ça. Ça a fait moins 30% sur l'euro-dollar en quelques secondes, hein. Donc c'était une vraie crise, et ça a valu par exemple à un courtier que vous connaissez sûrement qui s'appelle FXCM de sauter et d'avoir créé un emprunt très important, puis à être revendu. Donc ça a prouvé aussi que c'était un vrai courtier. Et puis il y a plein de courtiers CFD, donc de gré à gré. C'est pas du mauvais courtage, mais c'est des courtages où vous n'allez pas forcément positionner les ordres sur le marché, et donc tout ce qui est perdu par l'un est gagné par l'autre. Donc ça a permis à certains de gagner pas mal d'argent, et à d'autres failli sauter. Mais tout ça pour revenir sur l'élément que je voulais vous dire, c'est que même des petites banques centrales, entre guillemets, c'est pas la Fed ou la BCE, peuvent apporter des soubresauts dans le marché. Donc méfiez-vous, la Banque du Japon cet été, la Banque suisse il n'y a pas très longtemps. Donc quand vous avez des réunions de banques centrales, dans tous les cas, méfiez-vous, évitez d'être dans le marché et de regarder un peu ce qui se passe. Voilà, donc aujourd'hui, 2 banques centrales importantes, c'est la Fed et la Bank of England. Donc Bank of England, ça va être à 13h, donc c'est dans pas très longtemps. La Fed, alors je vous donne une petite astuce, si vous voulez voir un petit peu la réunion, hein, quelque chose de tout simple. Voilà, on va faire Federal Bank. Voilà. Vous avez la Fed qui est là. Alors attendez, où est-ce qu'elle est? Federal Reserve, voilà. C'est Federal Reserve. Et donc ça, c'est la chaîne YouTube de Federal Reserve. Vous l'avez ici. Et Federal Reserve, c'est donc la banque américaine, la banque centrale américaine. Et donc vous avez, comme vous avez pour nous tous les jours à 15h30 le live de trading, vous arrivez sur notre page et vous avez un petit logo ici, prochain live, et bien vous aurez la même chose tout à l'heure. Donc il y a 2 éléments sur une banque centrale, l'annonce de son taux, donc aujourd'hui pour la Fed ça sera 20h, et puis je vous le montre là, parce qu'on n'était pas encore descendu sur ces éléments-là, donc aujourd'hui pas mal de statistiques, et puis vous allez voir ce soir, donc très important, communiqué du FOMC, donc c'est-à-dire la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. On attend tous une baisse de 0,25. Est-ce qu'elle fera 0,50? Je ne pense pas, mais on ne sait pas, parce qu'il y a eu des chiffres très mauvais sur l'emploi la semaine dernière. On attendait 200 000 créations d'emplois, on en a eu 12 000, donc c'est une grosse différence. Et surtout, 20h30, la conférence de presse. Donc moi, je vous engage à ne pas rentrer sur le marché avant la Fed. Donc cet après-midi, pourquoi pas, marché éventuellement orange. Alors avec la news de Donald Trump, je pense qu'on va bouger quand même.
par rapport à d'habitude. Donc ça, c'est bien, ça sera un peu plus mouvementé et on aura un peu plus de volatilité. Mais méfiez-vous et surtout ne soyez jamais dans le marché à 20 heures. Avant 20 heures, donc 19h50 au moins, vous sortez, vous laissez tomber. Et 20h30, vous attendez sa réunion parce que quand il va parler, il va faire bouger les marchés. Donc vous pouvez voir sa réunion en direct, vous avez les historiques, hein, vous pouvez voir même les différentes réunions qu'il a eues, les précédentes réunions. Et une fois qu'il a terminé sa réunion, surtout que lui il est plus rapide que Madame Lagarde, mais une fois qu'il a terminé sa réunion, là vous pouvez commencer à refaire votre trading. Mais sachez que chaque fois qu'ils vont prononcer des mots, ils vont lire quelque chose, et ben ça aura un impact sur les marchés. Donc ça c'est la Federal Reserve, vous avez donc leur chaîne YouTube. Et pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez ECB, donc European Central Bank. Alors, elle est où? European Central Bank, voilà. Donc ça, c'est la chaîne de la Banque Centrale Européenne. Vous avez plein de vidéos assez intéressantes sur justement leur fonctionnement, quoi sert une banque centrale, etc. N'hésitez pas, hein, ça fait partie de la culture générale, c'est plutôt intéressant. Vous voyez ici, par exemple, ça c'est Sintra au Portugal. Et donc, vous avez ici tout ce qu'ils avaient fait. Et vous avez, si vous descendez un petit peu, voilà, les ECB Governing Council Press Conference. Moi, je vous engage à les regarder au moins les 5 premières minutes. Donc, vous avez la traduction automatique de Google, mais au moins les 5 premières minutes parce qu'elle va vous expliquer ce qui se passe sur l'économie mondiale, pas que européenne, avec les risques et avec ce qu'elle voit. Ils font plus de prévisions depuis l'Ukraine, depuis l'hyperinflation, parce que quand ils donnaient des prévisions, on leur a reproché, alors que personne ne pouvait prévoir ni un Covid, ni une guerre en Europe. Ça, c'était imprévisible. En tout cas, ça n'était pas dans leurs prévisions. Donc voilà, vous pouvez regarder les précédentes et elle va vous expliquer un peu où sont les dangers, où sont les risques actuellement. Donc on aura ça. Et ça, c'est gratuit, c'est en accès libre, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Voilà, petite parenthèse sur le morning. Et donc on aura tout à l'heure la réunion de la Banque centrale américaine, donc très important. Donc méfiez-vous, attention à cette partie-là. Ça c'est aujourd'hui, demain on verra demain et on va regarder les résultats d'entreprise, mais on avait déjà fait notre préparation de semaine lundi, il n'y avait rien de spécial. Donc aujourd'hui on a Airbnb qui fait de la technologie mais qui n'a pas une capitalisation suffisante pour faire bouger les marchés. En tout cas elle est très grosse, voilà. Et puis voilà, c'est tout, demain il n'y a rien de spécial. Donc on attendra vraiment la semaine prochaine sur les résultats d'entreprise. Il faudra attendre le 20 novembre pour avoir Nvidia. On va regarder rapidement, ça on fera la préparation lundi. On regardera ça lundi, voilà. Je vous ferai une préparation lundi, on va faire quelque chose de plus simple, on fera comme ça. Donc ça c'est sur la préparation de votre journée. On va passer en revue rapidement les devises, on passera sur une petite analyse technique. Donc l'euro-dollar est fortement descendu hier avec la victoire de Trump. Il remonte un petit peu, on va voir ça juste après, ce qui est tout à fait normal, puisqu'il est pro-américain, c'est-à-dire qu'il va défendre sa monnaie en réindustrialisation de son pays. Ça n'empêchera pas les autres pays, type les Chinois et les Saoudiens par exemple, de continuer à acheter du pétrole en yuan et plus en dollars, pardon. Donc cette défense du dollar va être plus difficile, mais voilà, il est là pour défendre ses valeurs, donc ça reste le pays le plus consommateur au monde, et donc on en a tous besoin. Sur la partie des marchés, vous avez vu que le VIX est bien descendu, donc on était resté sur du 18, 18,5, on était monté à 20, et là on descend à 16, donc c'est plutôt intéressant de savoir que les risques en fait s'éloignent un petit peu. Sur les matières premières, on a le pétrole qui reste sur son 74, hein, donc on est toujours sur cette zone, 74, 70, 74, sur le Brent. Sur le WTI, on est à 71, on a un bouchon à 72. On va voir si on arrive à le casser ou pas, donc on saura ça bientôt. Et sur l'or, voilà, elle fait une pause, on va revoir ça sur notre analyse technique, elle fait une petite pause, c'est ce qu'on disait hier, hein, retracement, sur une tendance fortement haussière et toujours des retracements. Donc on va regarder cette partie-là. Sur les cryptos, bah forcément, les deux, quand je dis les deux, c'est Elon Musk et Donald Trump, sont pro-crypto, donc forcément les cryptos ont fortement monté hier. Et encore aujourd'hui, hier c'était plus... on a passé en tout cas la partie des 72 000, on tape les plus hauts. On va faire une petite analyse technique, on va regarder ça rapidement. En attendant, on va juste faire un petit tour rapide. Voilà, donc on a... alors je vais essayer de mettre ça en français, sinon je ferai la traduction.
Donc Kamala Harris, en fait, elle laisse, c'est-à-dire qu'elle va pas aller chercher des recomptages et porter et comment générer d'autres éléments, ce qu'aurait fait Trump à mon avis. Donc elle laisse la place à Donald Trump. Par contre, elle va se bouger un petit peu pour, voilà, pour essayer de défendre un petit peu tous ses idéaux, tout ce qui fait que voilà, elle a une différence avec lui. On est arrivé, là on est à la course des 270, alors je vais vous montrer ça. Voilà, on est à 295 pour l'instant contre 226. Et il reste encore quelques États, Nevada, Arizona, Alaska on l'a eu. Ouais, on l'a vu. Voilà, il en reste encore deux parce qu'en fait, voilà, il manque juste ces sièges-là. 270 pour gagner, il est à 295, donc il n'y a pas de doute sur sa victoire. Données pour la société de presse. Non, alors la société de presse, c'est un bon site d'information aussi, si jamais vous... apnews.com, la société de presse, c'est une agence de presse comme Bloomberg. Ce ne sont pas des sites qui rediffusent, ce sont des sites qui créent la news. Donc c'est ça qui va changer un petit peu les choses. Voilà, alors on va voir un petit peu ce qui nous intéresse surtout, c'est le deuxième D-Day de la semaine, c'est-à-dire que ce soir on a la Fed, et donc le président de la Fed est une personne autonome et indépendante, normalement. Donald Trump n'est pas forcément fan, et en tout cas mettra la pression à Powell, parce que lui ce qu'il veut c'est que les gens consomment et qu'il y ait du business, donc il va pousser pour qu'il y ait une baisse des taux. Et en tout cas on va voir un petit peu comment ça va se passer. Voilà, alors, pas de news particulière en dehors de ce qu'on vient de dire, bien entendu. Sur Zero Hedge, alors... Voilà, on va revenir. Voilà, donc la pollution. Donc on n'a rien de spécial pour l'instant sur tout ce qui va être. Ah ouais. Voilà, donc il y a beaucoup de gens qui protestent la victoire de Trump. De toute façon, c'est dans tous les pays à chaque fois qu'il y a des élections, sauf quand on est dans une dictature où là, effectivement, le dictateur en général, il est peinard. Mais là, voilà, les gens vont protester un petit peu, pas forcément contents pour certains, il y en a d'autres qui sont contents. J'ai pas d'avis particulier, on va voir surtout comment ça se passe. C'est ça qui est important, c'est pas de savoir si on est content ou pas, c'est de savoir ce qu'on doit faire. Voilà pour les news, on va faire un petit tour sur un petit tour d'analyse technique. Donc ça c'est le S&P 500 hier, il a redépassé plus tard dans la séance c'est plus haut, donc on avait ce range qui nous bloquait. Alors on va descendre un petit peu ce range parce qu'en fait il était à 5915, on l'avait là, dans ces eaux là. On l'a passé fortement ici, donc ce que je vous disais, hein, on est coincé dans un range. Pour sortir de ce range, il nous faut une news importante, c'était donc l'élection de Donald Trump. On va voir ce soir une deuxième news importante qui est donc la réunion de la Banque centrale. On va juste regarder la session rapidement, je vais faire un petit point là-dessus. Parce qu'on a fait un petit live hier à une partie à certaines personnes. Et donc on a eu ouverture avec un gap de presque 2% ici, donc à 15h30. Ici, bah, tous ceux qui sont en position, alors je vais réduire un peu, voilà, tous ceux qui étaient en position, on est là, tous ceux qui étaient en position, qui ont pris toutes ces positions, bah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont gagné 2%, donc qu'est-ce qu'ils font sur un indice? C'est énorme. Ils vont donc vendre pour concrétiser leur plus-value. Une fois qu'on a bien concrétisé plus-value, ça a duré une bonne demi-heure. Donc moi j'ai hésité à faire des shorts. J'ai fait des longs ici, là dans cette zone-là. J'attendais à ce qu'il y ait ici une petite montagne. Donc vous allez voir hein, entre 15h30 et 15h45, 43, 45, on regardera sur le Nasdaq parce que sur le Nasdaq effectivement il y a eu ça qu'on n'a pas eu sur le S&P. On avait un vrai bouchon ici. On a concrétisé en fait ces gains. Ils l'ont ramené, donc j'ai repris un long dans cette zone-là. Donc typiquement V-shape, vous voyez. En général, les V-shape n'interviennent que quand il y a peu de volume. Là, il y avait beaucoup de volume. Mais on a eu ça, donc concrétise les gains, on repart. Et puis, de toutes les façons, la séance américaine, elle est en trois temps même, je dirais. Premier temps, ça va être l'ouverture, avec pas mal de mouvements, jusqu'à 16h30. Deuxième temps, ça va être la suite de la journée avec une tendance. Et là, elle était plutôt simple à prendre, c'est-à-dire retracement, il n'y a plus qu'à acheter. Et troisième temps, c'est la fin de session. La fin de session, on a notamment les 0 day to EE, donc les 0 day to expire, les options au quotidien qui vont remettre un petit peu de volatilité dans le marché. Donc c'est ce qu'on a retrouvé ici. Mais le marché a terminé sur son plus haut, hein, all-time high. Donc on a vraiment fait un plus haut hier. C'était vraiment une très bonne journée pour les marchés financiers. Alors c'était une très bonne journée pour quasiment tous les marchés financiers. Je vais vous montrer juste ça.
que je voulais vous montrer aussi. Quasiment tous les marchés, c'est-à-dire quasiment toutes les actions. Pourquoi il y en a qui n'ont pas forcément apprécié? Apple, bah, tout simplement parce que Apple, la Chine est un gros marché pour eux et que une guerre entre les États-Unis, une guerre économique, hein, j'entends, entre les États-Unis et l'Amérique, ça n'aide pas du tout Apple, qui va souffrir un peu de ça. Les autres souffrent un petit peu moins. Voilà. Après ça, vous voyez qu'il y a beaucoup de vert dans la technologie. Donc on est plutôt... on a les Qualcomm aussi qui a paru ses résultats, on va regarder ça. Mais on est plutôt positif en tout cas sur toute la technologie. Meta aussi, hein, en fait, pour qui c'était pas forcément une bonne nouvelle, c'est ni une mauvaise ni une bonne, puisqu'ils sont à zéro, ils sont pas négatifs, ou très, très peu, mais voilà, c'est pas une très bonne nouvelle pour eux. Par contre, effectivement, celui qui en bénéficie le plus, bah, Tesla, plus 15%, il devrait être éventuellement vice-président, en tout cas avoir un pouvoir assez important. Et, ça va lui permettre de mettre en place ces robots taxis qu'il voulait mettre en place, et avec quelques éléments qui l'empêchaient d'avancer, mais je pense qu'il y a beaucoup plus que ces robots taxis. Il y a Starlink, il va y avoir tous les lancements de missiles qui sont faits par la fusée, comment ça s'appelle, la fusée d'Elon Musk. Donc on a Starlink, c'est les satellites, et SpaceX. Voilà, j'ai arrivé SpaceX, et en plus de ça, bah, il va mettre en... Donc on va avoir des introductions en bourse bientôt de la part du groupe Tesla, en tout cas du groupe de Elon Musk, puisqu'il va mettre en bourse aussi toute cette partie satellite. Il y a aussi toute la partie mise en place de petites puces dans le cerveau, donc ça, je ne sais pas si vous avez suivi, il a créé ça. Alors dans un premier temps, c'est pour les gens qui sont handicapés moteurs, donc apparemment en intégrant ces puces-là, on arrive à avoir des résultats, et des gens qui sont en chaise roulante, eh ben, en mettant une puce dans leur cerveau, ça permet de recréer des influx électriques qui leur permettent de marcher. Donc effectivement sur la partie médicale, il y a toute une partie qui est très intéressante, qui va aider beaucoup de monde. Et après, il propose à qui veut avoir une puce dans le cerveau. Donc après ça, voilà, il y a toujours des déviants sur des révolutions. Donc on verra un peu comment ça fonctionne. Mais moi, je suis trop vieux pour participer à ça. En tout cas, je ferai attention à mes enfants. Parce que si on peut répondre au téléphone en tirant sur le lobe de l'oreille ou en appuyant sur le côté de la tête, ça peut être sympa. Mais on va être suivi partout dans le monde et voilà, il y aura beaucoup d'infos sur nous. C'est un petit peu compliqué. Voilà, donc on ne rentre pas dans plus d'éléments. Donc voilà un petit peu ce qui s'est passé sur la session. C'était vraiment sur ce début de session pas évident parce que quand on ouvre avec un plus 2%, plus 1,5%, entre plus 1,5 et plus 2, bah, qu'est-ce qui reste au-dessus? Alors il reste 2, 2,5, 3, bon, il n'y a pas des 10% non plus, hein, plus 5 c'est assez rare, même s'il y avait une news importante. Donc c'est vrai, comment est-ce qu'on va pouvoir rentrer dans ce marché-là qui est compliqué, qui est très volatile. Donc c'est ce qu'on disait pendant le live, en tout cas ce que j'ai dit pendant le live d'hier, surtout jouer avec des micro-lots quand vous avez des mouvements qui bougent comme ça, et allongez votre stop, parce que vous allez avoir beaucoup plus de points à aller chercher, à gagner, mais surtout allongez vos stops, parce que sinon vous êtes stoppé tout le temps. Donc c'est pas évident non plus, il faut adapter sa taille de position en fonction de la volatilité de son marché. On va faire un petit tour sur le Nasdaq, puisque je vous ai dit que je voulais vous montrer effectivement ce qui s'est passé. Donc on a dit entre 15h30, donc on est toujours en 1 minute. Voilà, vous voyez, entre 15h30, donc ouverture du marché américain, 15h30 et 15h45, il est où le 45? Il est par là, voilà, 44. Le S&P, lui, il a essayé de monter, mais il y avait un bouchon. Par contre, le Nasdaq, lui, est bien monté. Donc effectivement, ceux qui ont réussi à prendre ça ont fait de très belles journées, parce que juste ce mouvement-là, ça a l'air d'être tout petit, mais en fait, ça fait quand même ouais, plus de 150 points, quoi. Donc si vous faites 150 points sur Nasdaq, c'est quand même une belle plus-value. Il fallait oser prendre ce short-là, et après ça, bah voilà la suite de la tendance. Donc deuxième partie de séance. Pour ceux qui ne peuvent pas être là à l'heure de l'ouverture du marché, à 15h30, sachez qu'il y a pas mal de choses qui se font à d'autres moments de la journée. Je dirais 15h30, 16h30, beaucoup de volatilité, hausse-baisse. 16h30, 17h jusqu'à 20h, 20h30, une jolie tendance en général, tendance orange. Et puis quand on arrive à partir de 20h30, entre 20h30 et 21h, et ben, les expirations des 0 day to expire, ces fameuses options dont on reparlera très prochainement, puisqu'on a travaillé dessus et on va vous montrer un peu comment ça fonctionne. Et bien, en tout cas pour notre communauté, enfin pour les gens de Trading Institute, hein, on va vous rajouter ça à votre cours sans augmenter vos prix, vous avez de la chance.
Mais voilà, on va vous montrer ça aussi. Et en fait, cette partie de session, 21h, 22h, il y a souvent des mouvements, des choses intéressantes. Après, ça peut faire des soubresauts, ça peut faire des niveaux, c'est pas toujours évident, mais voilà, vous avez à nouveau une autre tendance qui se dessine. Alors, Nasdaq, on va regarder sur le daily. Voilà, le temps qui charge les journées. Donc voilà, même principe, on est all-time high. Alors, est-ce qu'on l'a fait? Non, on l'a pas fait, on n'était pas loin. Vous voyez que le plus haut était à 20 992 sur le futur, hein, sur un futur, c'est pas sur le cash, mais sur le futur, on était presque au plus haut. Et donc, est-ce que le Nasdaq va aller chercher son plus haut? C'est bien possible. Cet après-midi, on va voir en fonction de la Fed. Ou bien, est-ce que cette magnifique hausse va provoquer quelques prises de bénéfices, un retour un petit peu en dessous de ce niveau-là? On va le savoir tout à l'heure. On va faire un petit tour sur le pétrole. Donc, le pétrole, lui, pour le coup, puisque Trump est arrivé, il devrait apporter un petit peu de clémence, un petit peu de calme sur les tensions au Moyen-Orient, puisque je vous rappelle que c'est quand même le président sous lequel il y a eu le moins de guerres provoquées par les États-Unis, et c'est sous ce président-là que les troupes américaines se sont le plus retirées des conflits. Donc il est pour le business, pas forcément pour la guerre. Par contre, il est pour le pétrole, ça c'est sûr. Et comme il est pour le pétrole, on va voir un petit peu l'impact que ça aura. Voilà. Mais dans tous les cas, sur le pétrole, on est coincé sur cette base, sur cette bande 72. Donc tous ceux qui ont pris dans les 67, 68, si vous voulez alléger une partie, bah, vous pouvez, hein, c'est à vous, libre à vous. Nous, on a gardé, on a conservé, et on attend qu'on passe ce niveau-là. On va voir comment ça se passe. Sur le gold, alors on a un petit retracement, puisque le gold, c'est quand même une valeur refuge en cas de risque. On attendait un des gros risques qui était justement la publication, l'élection américaine. Et donc maintenant qu'on a eu un peu plus de news sur l'élection américaine, qu'est-ce qui se passe? Ce qu'on appelle un flight to quality. Alors normalement, ça se fait entre les obligations et les actions. C'est-à-dire qu'on va chercher de la rentabilité là où il y a le plus de probabilité. Ce sont les actions qui fonctionnent le mieux. Alors, on a vu un graphique il n'y a pas longtemps, sur un morning meeting, je vous ai parlé de l'or. On a une même performance entre l'or et le S&P 500 depuis 2020 jusqu'à 2024. Mais en général, et sur l'histoire, c'est vraiment les actions qui rapportent le plus, sauf quand il y a des périodes de troubles. Donc quand il y a des périodes de troubles, qu'est-ce qu'on fait? On allège les actions, donc les marchés financiers descendent, et puis on va aller chercher d'autres actifs un peu plus sécures, comme l'or par exemple. Et une fois qu'on a eu cette sécurité et que le risque s'est en allé, donc typiquement l'élection est passée, et qu'on est bien sur du business, c'est-à-dire sur les actions, et les actions sont reparties hier de plus belle. Donc on n'est pas exempt d'avoir pas mal de gens qui ont lâché de l'or pour aller chercher des actions. Maintenant, ça représente aussi un sous-jacent qui est intéressant d'avoir en portefeuille sur du long terme, puisque les banques centrales achètent l'or, puisque beaucoup de gens achètent l'or, et que l'or, c'est pas... fossile, ça dépend en fait de l'exploitation, et on en manque aujourd'hui, c'est pour ça qu'elle est aussi chère. On en manque aujourd'hui par rapport à la demande, il y a moins d'offres que de demandes, donc ça reste un sous-jacent intéressant. Donc on arrive sur des points éventuellement pour reprendre en fait, pour rentrer sur ce sous-jacent. Dernier élément, l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar hier est tombé, c'est-à-dire que le dollar s'est apprécié par rapport à l'euro. Alors pourquoi? Tout simplement parce que Trump a gagné, c'est-à-dire qu'il va défendre les intérêts américains. Donc vous voyez qu'on est descendu jusqu'au 1,07, 1,0699, je pense que c'est 1,07, voilà. On a touché le 1,07, on est revenu à 1,0778. Nous, on avait une zone de défense et d'achat à 1,08. Tout ce qui est 1,06, 1,07, 1,08, pour nous, c'est des bonnes zones d'achat. Monsieur Trump va pouvoir faire beaucoup de choses, effectivement, mais il n'empêchera pas, comme on l'a dit en entrée, les Chinois d'acheter du pétrole en yuan et plus en dollars. Et pas mal d'événements mondiaux vont continuer à se faire dans d'autres monnaies que le dollar, alors qu'elles se faisaient dans le dollar avant. Donc si j'ai besoin de pétrole, si j'ai besoin de dollars pour acheter du pétrole, je fais fonctionner la machine. Si j'ai plus besoin de dollars, j'achète plus de dollars, du coup le dollar va descendre. Donc l'euro devrait s'apprécier. En tout cas, c'est la tendance globale qu'on a, nous. Et donc, est-ce qu'on reviendra sur les 1,10, 1,11? Je ne sais pas. En tout cas, c'est du long terme. Hein, c'est sur du long terme. Voilà pour ce morning meeting. On se retrouve demain matin pour le dernier morning de la semaine.